Bonjour, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous en direct de cette 9e édition de Radio Mortimer. Radio Mortimer, Mortimer, toutes les religions sont acceptées. Qu'est-ce que c'est? C'est une émission web faite par une bande de spectateurs passionnés de spectacles vivants qui se réunissent pour échanger avec le cœur et dans la bonne humeur sur des spectacles qu'ils ont vus. Et vous pouvez d'ores et déjà nous suivre sur les réseaux sociaux et partager vos réactions tout au long de cette heure d'émission en tweetant avec le hashtag Radio Mortimer. Alors déjà, j'aimerais remercier tous ceux qui ont réussi à braver la tempête, la pluie, le vent, le froid, les arbres qui tombent sur les voies pour être avec nous ce soir. Et ce soir, en plus, nous avons le plaisir d'être accueillis pour la première fois au sein d'un théâtre national, et pas n'importe lequel. Le dernier né des 5 structures de ce genre qui existent en France. Un théâtre national tourné vers l'écriture, la jeunesse et la création. Mais ce lieu, c'est aussi un endroit où l'on n'oublie pas d'honorer la parole des morts, d'autant plus que son principal voisin, c'est le cimetière le plus emblématique de Paris où reposent, entre autres, Molière, Sarah Bernard, et ou encore Patrice Chéreau. Oui, Oscar Wilde. Mais là, on ne va pas tous les citer. J'ai pris les plus emblématiques pour le théâtre. Et donc, vous l'aurez peut-être deviné, ce soir, nous avons l'honneur d'être accueillis au Théâtre National de la Colline. Au programme de notre émission ce soir, nous ferons donc la part belle aux auteurs vivants, mais l'âme de Tchekhov viendra hanter certaines de nos discussions à venir. Au sommaire de cette 9e édition, nous allons parler de 5 spectacles. Bella Figura, écrite et mise en scène par Yasmina Reza au Théâtre du Rond-Point. Après la pluie, de Sergi Belbel, mise en scène par Lille Aubord à la Comédie Française. Les Trois Sœurs, d'après Anton Tchekhov, mise en scène par Simon Stone au Théâtre de l'Odéon. Mélancolie, d'après Anton Tchekhov toujours, mise en scène par Julie Deliquet avec le collectif In Vitro au Théâtre de la Bastille. Et enfin, Eddy Merckx a marché sur la Lune de Jean-Marie Pienne, mise en scène par Armel Roussel au Théâtre Paris-Villette. Autour de moi, pour parler de Bella Figura, j'ai le plaisir d'accueillir Théâtre Côté Cœur. Bonsoir. Bonsoir. Théâtrelle. Bonsoir. Bonsoir. Et Mordu de Théâtre. Bonsoir. C'est le metteur en scène allemand Thomas Ostermayer qui a été le premier à avoir monté la pièce Bella Figura, mais on parlera cette fois-ci de la version mise en scène par l'autrice elle-même, Yasmina Reza. Cette pièce, en gros, c'est le récit d'une soirée qui se déroule pas exactement comme prévu. Ça devait être pour Boris qu'un simple dîner en ville avec sa maîtresse Andrea. Mais la soirée tourne au fiasco sur le parking, d'abord quand Boris commet la bourde de dire à Andrea que le restaurant lui a été recommandé par sa femme, puis quand il manque de renverser une femme au moment de reprendre le volant. Sur Twitter, Philippe Bilger dit « Bella Figura de Yasmina Reza, une pièce d'un désespoir gai, 5 personnages mus avec une impeccable technique dans un univers grave et drôle. » Vos réactions ? C'est pas le désespoir, c'est plutôt désespérant en fait. C'est assez particulier, c'est assez vide. Moi je suis fan de Yasmina Reza, je lui reconnais un chef-d'œuvre du théâtre contemporain, art. Et j'avais vu il y a quelques années au Théâtre du Rond-Point Comment vous racontez la partie, qui était pour moi un très très bon spectacle. Mais là, je comprends pas. On peut aussi citer Le Dieu du carnage, oui, où elle caricaturait déjà, enfin elle parlait déjà de la bourgeoisie et de ses travers en allant dans l'exagération, et qui était vraiment brillant, qui a été adapté au cinéma par Roman Polanski, avec un texte et une analyse de ces couples qui est absolument délicieuse, fine, pertinente. Enfin, oui. Voilà. Quand elle est en forme, c'est magnifique. Ça avait été joué par Isabelle Huppert, je ne l'ai pas vu, mais ça avait été joué par Isabelle Huppert. Ouais. Et là, on cherche le sens, on cherche un peu d'intérêt à la pièce. Le fait que le texte est vide, comme les personnages. Alors, les 5 personnages sont très caricaturés, en fait. Caricaturaux. Entre Boris, ce chef d'entreprise qui est à la limite du dépôt de bilan, qui amène sa maîtresse dans un restaurant recommandé par sa femme. Enfin, on voyait qu'il est complètement paumé. Enfin, et là, il retrouve qui ? La meilleure amie de sa femme, qui est avec son mari et sa belle-mère, qui est une vieille femme qui est Alzheimer, enfin, et qui est en pleine déconfiture, qui perd la tête. Et on s'ennuie. Alors, c'est marrant parce que moi, je me suis aussi un peu ennuyée. En revanche, je ne les ai pas du tout trouvés caricaturaux. Moi non plus, je ne les ai pas trouvés caricaturaux. Non, je les ai trouvés
banals, normaux. C'est une espèce de bourgeoisie entre guillemets de province. Ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup d'envergure, qui sont assez simples, voire simplés. Le mari, la maîtresse, la femme qu'on entend et dont on parle beaucoup, ça c'est une situation caricaturale. Mais moi j'ai trouvé qu'elle avait pour le coup, et assez, elle est toujours comme ça, je trouve qu'elle a une vision très claire des gens et très lucide. Je ne les ai pas du tout trouvés caricaturaux. Et même si effectivement l'histoire est assez creuse ou fade, et effectivement je me suis aussi ennuyée, moi, j'ai beaucoup aimé le jeu des comédiens. J'ai trouvé qu'Emmanuelle DeVos, et j'y allais de toute façon pour elle, était géniale. J'adore son jeu, j'adore sa précision, j'adore son côté un peu folle, un peu provocante, un peu gouaillante, un peu désespérée. C'est vraiment l'image de la maîtresse qui attend désespérément que son amant quitte peut-être sa femme ou en tout cas fasse preuve d'un peu plus d'attention pour elle. Moi j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des accents de vérité dans cette relation et qu'il il y avait vraiment des choses qui étaient lucides et très bien dites. Donc Emmanuelle DeVos est génial, Michel Esco j'ai beaucoup aimé aussi, Josiane Stolleru, pardon, c'est pareil, moi je l'ai beaucoup aimé dans son personnage de petite vieille. Ils sont tous très bons, très forts, très précis et très justes. Et c'est vrai que l'histoire du coup ça prend pas en fait, c'est assez lent. Il manque un truc, il manque une espèce de rythme. Il se passe quelque chose voilà. et il se passe rien. Mais jusqu'à la fin, il se passe rien. Même le coup d'éclat de Michel Esco tombe à plat. Il y a un polygone. Ouais, il se révolte un petit peu un moment. Enfin, bon. Mais par contre, alors je te l'accorde, le seul point sur lequel je suis d'accord avec toi, c'est le jeu d'Emmanuelle DeVos, où elle est très bien dans le rôle. Elle illumine la pièce, mais Elle est parfaite. Mais ça suffit pas. Mais ça suffit pas à sauver la pièce. Je suis d'accord, ça suffit pas à sauver la pièce. Elle ravira ses fans. C'est une très bonne comédienne. Micha, j'ai trouvé qu'il était, en fait, qu'il savait pas quoi faire de ses grands bras, de ses grandes mains, de son grand squelette. J'ai eu l'impression qu'il s'ennuyait encore plus que son personnage. Josiane Stolleru, je l'ai trouvée touchante à un moment, mais pendant 5 minutes, c'est tout. La pauvre qui se retrouve sur les toilettes. Oui. En plus, c'est ridicule parce que bon, on voit tous qu'elle a sa culotte, on entend un bruit de pipi, on fait bon bah ok. C'est du théâtre. Oui, mais si tu veux faire réaliste jusqu'à mettre des cuvettes sur la scène, bon bah vas-y, on t'attend. Mais là, la pauvre, enfin bon, c'était un peu ridicule. Et puis on a de la peine pour elle. Elle se retrouve sur les toilettes et puis pendant que les autres à côté sont en train de copuler, on n'y croit pas 2 secondes à cette scène. Enfin moi, j'y ai pas cru 2 secondes. Mais c'est dommage parce que je trouve qu'elle avait ce début, pourquoi pas. Elle a voulu, enfin c'est comme ça que je l'ai pris. Elle a voulu montrer un peu l'égocentrisme de chacun, que finalement même en société on est chacun pour sa pomme. Il y a une chanson à la fin qui vient bien souligner le message au cas où on n'avait pas compris. Heureusement qu'elle l'a fait parce qu'on n'avait pas forcément compris. Mais voilà. Puis sa mise en scène est très lente. Les changements de décor. Les changements de décor, c'est encore ce qu'il y a de mieux dans la pièce. Ah oui. J'ai pas aimé non plus. Non, moi j'ai trouvé trop long. En fait, on passe d'un parking avec la voiture, les plots de stationnement, ensuite au restaurant, on revient sur le parking, on est dans les toilettes des restaurants. Donc c'est trop long, c'est assez long parce qu'il faut mettre tout ça en place. Donc il y a des techniciens qui viennent, qui sont tout en noir, qui embarquent la voiture, qui mettent tous les éléments du restaurant, tout ça sur fond musical. En soi, c'est assez rapide. Mais je trouve que ça casse le rythme en fait, tous ces changements. C'est pas si dérangeant. Ça l'alourdit alors. Ça l'alourdit. Pour moi, ça l'alourdit. Et pourtant, la scénographie est très belle. Moi, j'ai trouvé ça très beau à voir en scéno. Tu trouves ça beau, une voiture jaune sur la scène? Enfin, je veux dire, moi, je trouve ça. Je trouvais qu'il y avait quelque chose, ouais. Et les éclairages, surtout dans le restaurant. Bon, dans les toilettes, je te l'accorde, c'est moche. Les toilettes, quoi. Arrêtez avec les toilettes, voilà. C'est le grand truc, les toilettes au théâtre en ce moment. On en reparlera, mais c'est On en reparlera, oui. On en reparlera parce qu'il y a une prochaine pièce où il y a des toilettes. Mais dans le Mouchkine aussi. Oui. Mais ouais. Donc, bon, très bien. Donc, visiblement, une pièce qui vous a pas convaincu toutes les trois. Vous êtes assez unanime. Une pièce vide de sens ou en tout cas pas très claire à saisir ou trop lourde. Disons qu'on a connu beaucoup mieux de Yasmina Reza et maintenant on va attendre avec impatience Art, qui est repris au théâtre Antoine. Et puis sur une analyse de la bourgeoisie, revoir le dieu du carnage. Moi je garde l'image d'Emmanuelle DeVos parce que qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est bien, qu'est-ce qu'elle est lumineuse, comme disait Christine.
c'est vraiment un bonheur de la voir sur scène. Et moi, franchement, ça m'a ravie pour ça. Merci à toutes les trois. Donc, bon, on va dire qu'au moins vous pouvez y aller pour Emmanuel DeVos. Et puis, pour ceux qui aiment voir des culottes, vous pouvez y aller, puisqu'il ne l'enlève pas. Voilà. Vous avez jusqu'au 31 décembre pour aller voir ou revoir Emmanuel DeVos et ses comparses en Bella Figura. C'est au Théâtre du Rond-Point et les représentations ont lieu du mardi au samedi à 21h et le dimanche à 15h. Mordu de théâtre, tu restes avec nous et tu es rejointe par Sur les planches pour parler d'Après la pluie, un titre qui est de circonstance ce soir. Donc avec son texte Après la pluie, le dramaturge catalan Sergi Belbel fait cette saison son entrée au répertoire de la Comédie Française. Ah non, tu me fais signe que non, Mordu de théâtre, c'est pas son entrée au répertoire? N'entre au répertoire de la Comédie Française seulement les auteurs qui sont joués salle Richelieu. Or, il n'est joué qu'au Vieux-Colombier. Merci, ça c'est une excellente précision, je l'ignorais, merci pour notre culture. Donc, on peut dire au moins qu'il fait son entrée à la Comédie Française, pas dans le répertoire, puisque ça se joue au Vieux-Colombier. La mise en scène est signée Lille Aubord, qui quant à elle en est à sa 4e collaboration avec la célèbre institution. Après la pluie, ça se déroule sur la terrasse d'un gratte-ciel de 49 étages. Les personnages des employés et directeurs d'une grande entreprise financière s'y retrouvent dans le plus grand secret le temps d'une cigarette. La pièce se joue au Théâtre du Vieux-Colombier, donc à la Comédie Française. Sur Twitter, Léo Schulman dit « Après la pluie, spectacle déroutant et sublime, ne pas s'arrêter au premier niveau de lecture, c'est drôle, profond et touchant, le théâtre catalan mérite d'être vu, les comédiens sont tous à la hauteur, excellents, et profitez du rare Alexandre Pavlov, un génie. » Alors moi je dois être complètement débile parce que je me suis arrêtée au premier niveau de lecture. C'est-à-dire que Lille Aubord n'a pas réussi à me faire passer le second degré. Moi j'ai vu une pièce misogyne, une suite de clichés, les pires idées de la secrétaire aujourd'hui. La secrétaire évidemment, car la secrétaire est une femme souvent mal baisée qui a besoin d'un homme dans sa vie et que quand elle est baisée, ça va mieux. Libération. J'ai vu des hommes, assez médiocres qui ne parlent que divorce. J'ai vu une femme d'affaires, la femme qui a réussi, qui en fait comparée à un homme parce qu'évidemment elle a réussi donc elle n'est pas sensible donc elle n'a rien de féminin. Voilà ce que j'ai vu. Moi, je te vois réagir sur les planches, sur cette partie femme. Eh bien, je trouve que le diagnostic est le même, effectivement. C'est au départ, visiblement, la surface sexiste. Les gens sont médiocres. Les femmes sont dans des cases. Il y a la secrétaire stupide, il y a la secrétaire mal baisée, il y a la femme d'affaires qui est assimilée à un homme. Mais pour moi, justement, c'est plutôt un ensemble de portraits d'humains différents, qui sont tous médiocres, hommes et femmes, qui ressemblent à notre société dans laquelle les gens sont parfois se mettent les uns les autres dans des cases, et progressivement, on sort des cases. Et j'ai trouvé au départ, je me suis demandé ce que j'étais en train de voir, et je me suis dit est-ce que ça va être comme ça tout du long. Et progressivement, j'ai trouvé que les portraits étaient assez profonds et psychologiquement assez intéressants, et créaient justement des espaces autour de chaque personnage assez attendrissants au fond. Alors, qu'est-ce qui t'a attendri? Je ne vois pas. Je pense que ce sont leurs failles. Quelle faille? Qu'est-ce qu'on montre de la psychologie? Moi, je les ai trouvés totalement en surface, ces personnages. Et justement, je pense que c'est à peu près ce qu'on voit dans la vie quotidienne, c'est-à-dire que beaucoup de gens se résument finalement à leurs actions, se résument à leur petite vie, se résument à leurs petites rencontres, à leurs petits problèmes. Et au bout du compte, progressivement, j'ai vu se dessiner des vraies humanités. C'est ça qui m'a touchée. Mais je suis pas d'accord. Enfin, je suis d'accord avec le fait que c'est ce qu'on voit dans la vie, mais moi, il suffit pas qu'on prenne la vie et qu'on la mette sur scène pour que ça donne quelque chose. Pour moi, il m'a vraiment manqué quelque chose. Moi, je trouve que le texte, là, apporte un peu de cynisme, est assez piquant, c'est un petit peu sarcastique, c'est assez amer aussi. C'est pas forcément la pièce qui me marquera durablement, mais sur le moment, c'est vrai que j'ai trouvé que c'était un joli voyage dans l'humanité médiocre des gens. Voilà. Et ça m'a touchée, comme des tranches de vie, en fait. Voilà. Des tranches de vie. Et sur la prestation des comédiens, parce qu'on est à la Comédie Française quand même. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Ils sont très bons, les comédiens, ils sont très bons, mais on se demande ce qu'ils viennent faire ici, on se demande même si c'est pas inquiétant qu'ils soient très bons là-dedans. Je veux dire, Anna Serminka, elle est absolument délicieuse dans cette secrétaire absolument débile, nunuche. Et on se dit, c'est embêtant parce que je l'ai pratiquement jamais vu aussi bien que là. Ils sont tous parfaits. Ils sont tous très bien. Clotilde de Bézère, elle joue parfois un peu en force, mais en même temps, on l'attendait pas vraiment dans ce genre de rôle.
Moi j'ai trouvé particulièrement intense le face-à-face entre Cécile Brune et puis Véronique Vella, justement, la secrétaire qui est montée. C'est facile, elle crie. Je trouve qu'il y a une intensité particulière dans la représentation que ça montre. Il y a celle qui est partie de rien et que tout le monde humilie et qui d'un coup se retrouve propulsée. Une espèce de lutte de pouvoir. Et puis à la fin, finalement, chacun prend un chemin différent. J'ai trouvé ça assez fort et assez subtil en fait. Parce qu'il n'y a pas de message, il n'y a pas de « attention, je critique la société, attention, le sexisme c'est mal ». Pour moi, c'est plutôt une représentation de notre société, mais avec un regard un petit peu amer et je sais pas, un petit Et peu les espèces d'envolées lyriques là, tout d'un coup, les brusques envolées lyriques des gens qui regardent les oiseaux, cette femme, ça c'est quoi? Alors ça, je pense que je peux dire, c'est à la fin en fait de la pièce, quand je l'ai vue, il y avait l'auteur qui était là pour parler de sa pièce. C'est embêtant si on a besoin de l'auteur pour comprendre. Et alors il a exprimé exactement ce que j'avais ressenti, c'est-à-dire une forme d'inquiétude sur l'actualité et éventuellement sur l'avenir. Et il expliquait ça notamment parce qu'il avait écrit la pièce dans les années 90, je crois. Et aujourd'hui, ces inquiétudes, elles se retrouvent en Catalogne en particulier. Et je trouve que c'est ça qu'on voit dans cette pièce. C'est des gens qui vivent une vie quotidienne médiocre et qui, dès qu'ils voient quelque chose d'un petit peu différent, s'en échappent. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est une forme d'angoisse, notamment cet univers futuriste avec la mise en scène qui est un peu froide, justement, qui glace un peu et qui fait que les gens luttent pour exister humainement à l'intérieur. En fait. Et ben, je suis vraiment passée complètement à côté de ce spectacle. On voit pas forcément la même chose, c'est sûr. Moi, honnêtement, je ne l'aurais pas critiqué ce soir, je serais partie à la première scène, quoi, quand il parle des PD comme... voilà. Ce fameux garçon d'ascenseur qui est un sale PD et qui a agi comme un PD, c'était vraiment un grand moment de plaisir. Merci à toutes les deux. Donc une pièce vraisemblablement avec des dehors sexistes. Il y a débat sur savoir est-ce qu'il faut le lire au premier degré ou pas. En tout cas, un portrait de la médiocrité humaine, des hommes et des femmes, et des acteurs évidemment toujours à la hauteur puisqu'on est à la Comédie Française et qu'ils ne nous déçoivent jamais. Vous avez jusqu'au 7 janvier pour aller voir ou revoir Après la pluie de Sergi Belbel, mise en scène par Lille Bord à la Comédie Française, au Théâtre du Vieux Colombier dans le 6e arrondissement. Les représentations ont lieu le mardi à 19h, du mercredi au samedi à 20h30 et le dimanche à 15h. Avant de nous quitter sur les planches, tu voulais nous partager une pièce qui t'a vraiment plu dernièrement? Alors c'est une pièce effectivement que j'ai vue au Théâtre de la Colline, qui ne se joue plus, mais qui se jouera à Montréal en septembre prochain, si je ne me trompe pas. Donc il s'agit de Les Barbelés, d'un texte de Annick Lefebvre. C'est donc un seul en scène qui se jouait à la Colline, assez fort. C'est vrai qu'on parle beaucoup des seuls en scène, je trouve, c'est souvent le moment où on est vraiment touché par un comédien. Mais là, il y avait une intensité vraiment particulière. Donc l'histoire des Barbelés, c'est juste cette jeune femme, mais peu importe finalement que ce soit une jeune femme ou... Je crois que même Annick Lefebvre parle d'un individu qui réalise en fait qu'elle a des barbelés qui lui poussent à l'intérieur du corps et qu'elle n'a plus qu'une heure pour s'exprimer. Et donc tout est autour de cette expression, à savoir qu'est-ce qu'on dit, est-ce que finalement on va dire des choses importantes, si nous on a une seule heure pour parler, est-ce qu'on va être enragé, dire les choses qu'on n'a jamais dites, ou est-ce qu'on va se rendre compte au contraire qu'on a trop parlé? Voilà, c'est beaucoup de choses, beaucoup de pistes en fait, pas forcément de réponses, c'est peut-être ce que je reprocherais à cette pièce, mais une intensité du lien entre la comédienne et le public qui fait qu'on sort complètement sonné de cette pièce. Voilà, donc effectivement, si jamais elle se rejoue ou à Montréal ou plus tard au Festival d'Avignon, voilà, j'inciterai fermement les gens à aller la voir. Bah, c'est ce qu'on souhaite au spectacle. Merci beaucoup sur les planches. Merci. Mort du théâtre, tu restes avec nous Avec plaisir. pour parler des Trois Sœurs, et tu es rejointe par deux chroniqueurs que nous accueillons pour la première fois au micro de Radio Mortimer, Yann et Titi Katian. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Depuis un mois se joue au Théâtre de l'Odéon Les Trois Sœurs. Simon Stone, le metteur en scène australien et artiste associé à l'Odéon, revisite ce classique de Tchekhov. Dans la pièce de Tchekhov, ces trois sœurs s'appellent Masha, Olga et Irina. Elles vivent en Russie, dans une maison de campagne où elles s'ennuient ferme, comme souvent dans les pièces de Tchekhov. Elles ont un rêve, retourner à Moscou, la ville de leur enfance. Dans sa version, Simon Stone place la pièce dans un contexte actuel.
et ses personnages rêvent plutôt de New York ou de San Francisco que de Moscou. Sur Twitter, le 4e mur dit « Les 3 sœurs au théâtre de l'Odéon, brutes, politiques, cruelles, drôles, démesurées, l'âme russe sans fantasme, ni le filtre mélancolique collé à tort à Tchekhov. » Vos réactions? Le 4e mur dit très souvent des trucs faux. À partir de là, Non, mais on va parler de la pièce. très sérieusement, moi j'ai été outrée parce que j'avais vu le d'après Tchekhov, j'avais pas compris le entière réécriture de Tchekhov. Je trouve que pour réécrire entièrement Tchekhov, il faut avoir quand même un sacré culot, surtout quand on a 30 ans et qu'on en fait ça, parce que il n'y a plus rien, il n'y a plus l'âme. Il n'y a plus la mélancolie que moi j'associe à Tchekhov, désolé 4e mur. Il n'y a plus la vie, il n'y a plus l'émotion, il n'y a plus la tranche de vie qui vous transporte et je crois que mes camarades ne sont pas d'accord. Oui. Alors, moi je serais un peu plus mitigé, voilà, un avis un peu plus moyen. Si la pièce au départ surprend complètement le spectateur par un rythme et une vulgarité et une grossièreté tant dans les accessoires que dans le langage, elle prend peu à peu une densité et un rythme mélancolique. Mélancolique n'est quand même pas celle de Tchekhov, puisque la plupart des personnages sont sacrifiés psychologiquement. Il n'y a que Céline Salette qui porte véritablement la mélancolie tchékovienne par une prestation et une aura vraiment intense. Mais les autres comédiens, en particulier le personnage de la sœur aînée complètement sacrifié, le seul intérêt qu'on peut lui trouver, la modernité qu'on lui confère, c'est d'en faire une lesbienne, en quoi la solitude de Tchekhov et ce personnage d'amour doit être forcément aujourd'hui, pour être moderne, une lesbienne, on se pose la question. Lesbienne ou végane, on lui donne le choix quand même. Voilà. Donc, bon, malgré tout, il y a un projet intéressant de Simon Stone de souligner la modernité et d'ancrer les thématiques de Tchekhov aujourd'hui, avec quelques personnages qui sont vraiment réussis, mais il manque néanmoins une véritable mélancolie et une densité psychologique à ces personnages. Yann, je te sens trépigner. Oui. Donc moi je trouve qu'il y a quand même une conservation de la structure de la pièce et des principaux éléments de l'intrigue. On retrouve aussi les personnages et je trouve qu'à partir du moment où Simon Stone dit que... Tchekhov, repris par Simon Stone, dit qu'il remet la pièce dans le contexte d'aujourd'hui, je trouve que la façon dont il le traite est parfaitement cohérente. Sur le langage, bon, c'est cru, certes, mais est-ce que dans la vie quotidienne, on a toujours un langage qui est plus... Oui, mais est-ce que sur scène, on doit nécessairement avoir le langage qu'on a dans la vie quotidienne? Je pense que c'est ce qu'il a souhaité faire. Mais en tout cas, pour faire moderne, pour ancrer la pièce dans la modernité, il ne faut pas nécessairement dire putain ou montrer de la sexualité toutes les 2 secondes. Moi, ça m'a pas gêné. Sans que ce soit profondément choqué, mais je ne vois pas l'intérêt, en tout cas, personnellement, d'une vulgarité constante. Ça ne m'a pas gêné. Cette maison qui tourne, où on voit effectivement tous les personnages, les uns après les autres, dans des situations qui sont parfois très intimes. Je pense que ce qui se passe sur les réseaux sociaux, les gens qui étalent leur vie sur Instagram, sur Facebook, où il suffit quelquefois d'avoir l'oreille qui traîne un peu dans les transports en commun, et on entend au téléphone ou des conversations qui sont quelquefois gratinées. Donc moi je pense que c'est un peu ça qu'il a voulu mettre en scène, dans la mesure où il dit qu'il remet tout dans le temps présent. Lors du théâtre. Mais donc si je vous écoute, si je vous entends bien, Tchekhov n'est pas actuel? Il a besoin de Simon Stone? Non, les thématiques de Tchekhov, et c'est justement sa caractéristique, c'est qu'elles peuvent être adaptées à chaque époque et qu'elles sont réelles et actuelles tout le temps. Néanmoins, il y a un projet de placer vraiment ces thématiques dans la société d'aujourd'hui, et ça c'est tout à fait louable, et c'est d'une certaine manière réussi. C'est réussi, je trouve, puisqu'il imprime un véritable rythme à sa pièce, et que pour moi, je me suis absolument pas ennuyé. J'ai trouvé que les 2h15 passaient très rapidement. Il y a malgré tout le sentiment d'une vie qui file, qui est souligné encore plus par le mouvement perpétuel de cette maison, et ça c'est assez fort. Néanmoins, ce que je lui reproche, c'est le sacrifice du fond de la pièce et de l'esprit. Néanmoins, son projet, d'une certaine manière, est réussi par la scénographie et par certains personnages. Mais tu ne penses pas que c'est la difficulté de monter Tchekhov qui l'a poussé à réécrire de manière... Non, parce qu'il y a...
je pense qu'il y a un vrai projet. Il y a un projet qui n'est pas totalement abouti, mais il y a quand même une vraie démarche. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait qu'il n'y ait pas de mélancolie, la mélancolie tchécovienne dans la pièce, puisque par exemple, il y a un moment que je trouve très beau dans la seconde partie, c'est quand les 3 sœurs apprennent que la maison va être vendue, on les voit effectivement mettre tout le contenu de la maison dans les cartons, on les voit défaire le lit, on les voit sortir tout à l'extérieur, et moi personnellement j'ai trouvé ça très beau. Enfin, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, j'ai vu qu'une seule, je n'ai vu qu'une seule pièce, une seule fois les 3 sœurs, c'était dans la mise en scène d'Alain Françon à la Comédie Française. Ah, quelle belle mise en scène. Et voilà, j'ai pas vu ça. Mais néanmoins, moi, ce qui me manque dans l'esprit mélancolique, ce n'est pas ces instants d'émotion qui existent, c'est l'architecture d'ensemble et la mélancolie qui se dégage de tous les personnages. Là, il ne se dégage pas tellement de tous les personnages. Pour revenir, il y a vraiment 2 personnages émouvants. Il y a celui de Céline Salette et celui du vieillard, de l'oncle, qui est vraiment poignant également. Mais tant Irina que Olga sont complètement gâchés, et même dans le jeu. Mais si le jeu est gâché comme ça, c'est aussi que cette structure les étouffe. On les voit pas bien, on les entend pas bien, ils ont leur micro, ça gâche quelque chose dans les paroles et dans les situations, je trouve. Et ils sont totalement écrasés par cette maison qui, je veux dire, scéniquement, c'est très très beau, ça marche très bien, mais ça les écrase totalement. On les perd. Donc, mais moi, il y a quelque chose qui n'est pas clair, parce que sur vos avis, on vient voir Les 3 sœurs. Alors, ça s'appelle Les 3 sœurs. On s'attend à voir Tchekhov. Attends, avant de réagir lors du terme. Est-ce qu'on vient voir Tchekhov ou est-ce qu'on vient voir quand même un spectacle? En admettant que c'est pas Tchekhov et que vous allez voir Les 3 sœurs de Simon Stone, est-ce que vous considérez que cette pièce a un intérêt en tant que telle sans penser forcément à être fidèle à l'âme de Tchekhov? Est-ce qu'il y a quand même un intérêt? Yann, je te laisse réagir. Oui, moi je trouve que c'est un intérêt. Bon, c'est vrai qu'on peut lui reprocher de ne pas avoir... ou dans le titre explicité d'une manière plus importante que ce n'était pas Les 3 sœurs de Tchekhov, mais que c'était sa vision, sa réécriture, enfin peu importe la manière dont on l'indique. Effectivement, ça, il aurait pu être plus précis là-dessus. Bon, ceci dit, moi, quand j'y suis allé, j'avais déjà lu un certain nombre de tweets informant que c'était la version de Simon Stone et que ça n'était pas la pièce de Tchekhov. Même si on retrouve les grandes lignes du texte. Récit, en fait. Voilà, du récit. Moi, je trouve, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le projet était d'une certaine manière réussi. Je trouve qu'il pêche vraiment par le texte. C'est un beau projet de vouloir garder les thématiques d'un auteur, mais c'est le texte là qui et la démarche artistique qui ne vont pas, dans le sens où on ne peut pas toujours réécrire les grands textes et se baser sur les improvisations des acteurs et écrire au plateau. Parfois, l'écriture de plateau, comme ça a été le cas ici, ne fonctionne pas et n'est pas assez profonde pour rendre toute la densité de l'esprit précédent. Ça a manqué d'un traitement après ça pour toi? Ça manque de profondeur dans l'écriture, ouais. Et dans l'usage du langage. Donc déjà, la première réaction, c'est pourquoi, alors qu'on a un texte aussi sublime que Les 3 sœurs de Tchekhov, pourquoi ce besoin de venir le réécrire? Mais bon, on se dit, ok, je suis là pour 2 heures, bon, je passe là-dessus, j'essaye de me concentrer sur ce que je vois. Et moi, j'ai pas du tout réussi à rentrer dans cette histoire. Déjà parce que j'entendais pas bien ce qui se passait, et puis parce que le texte est tellement... Il est très vide en fait, puisque d'accord, notre quotidien il est vide, il est surfait, tout ce que vous voulez, mais ça sert à rien. Ça se rejoint entièrement sur le vide de ce texte. Mais ça malgré tout, il y a une émotion. Mais non, il a voulu montrer le vide, mais il l'a fait par le vide. Et le diable au théâtre, c'est l'ennui. Justement, la scène n'est jamais vide. Il souligne non pas le vide, mais le mouvement perpétuel. Yann, tu veux rebondir là-dessus? Est-ce que il n'y a pas un certain vide dans le quotidien aussi? Est-ce que dans la pièce de Tchekhov, les personnages n'ont pas aussi un certain vide? Mais si, tout à fait. Mais il n'est jamais ennuyeux parce qu'il y a l'âme de Tchekhov, son écriture. Il a un talent que n'a pas eu Simon Stone, c'est d'arriver à décrire le rien avec un tout. Simon Stone, il écrit le rien à partir du rien. C'est ça le problème. Et du coup, nous, on s'ennuie. Et c'est pas bien. Surtout, c'est pas bien d'avoir pas été honnête et d'avoir écrit Les 3 sœurs. Ça, c'est pas honnête. Ça, nous sommes d'accord sur ce point-là. Mais moi, je me suis pas ennuyé. Moi, je suis d'accord tout à fait avec Yann. Il n'y a pas du tout une sensation d'ennui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la pièce nous embarque dans un rythme qui est haletant.
rythmés par des intermèdes musicaux vraiment en référence à l'actualité, Britney Spears, Rihanna, Beyoncé, qui sont appréciables, qui ancrent la pièce dans une certaine modernité. Par là advient la modernité, plus que par forcément le langage cru ou les références à la coke ou à l'alcoolisme. Être moderne, c'est pas forcément se droguer ou boire. Mais je te rejoins sur le fait que la scéno est intéressante, mais s'il manque un texte, il a fait vraiment ce truc, il se passe toujours quelque chose sur scène. C'est ce qu'on retrouve par exemple chez Jataï. Le problème, c'est que Jataï, elle a un texte qui se tient. Et là, le texte ne se tient pas. Merci, au revoir. Non, alors là, non. Si là, on compare à Jataï, je suis pas d'accord. On va pas rouvrir le débat de la règle du jeu. On va pas comparer personne. Je ne De suis toute pas façon, tout à j'ai fait d'accord l'impression. non plus là-dessus. Ouais, bon, Même si j'ai beaucoup aimé la règle du jeu. ça n'est pas du tout la question. C'est tout à fait hors sujet comme remarque. Et puis de toute façon, je vois que ce sont des élans de passion qui pourraient durer très longtemps encore. Donc je vais vous arrêter là. Merci à tous les trois. On peut quand même souligner les prestations donc de Céline Salette, de la jeune comédienne Servane quelque chose qui joue la belle-sœur incroyable de drôlerie, et de Frédéric Pierrot dans L'Oncle qui est également très Et touchant. Eric Caravaca. Merci à tous les deux d'avoir été là pour la première fois au micro. Et d'enfin opposer notre opinion à Mordu de Théâtre qui râle. Vous avez jusqu'au 22 décembre pour aller voir ou revoir la version Stone des Trois Sœurs d'après Tchekhov au Théâtre de l'Odéon. Les représentations ont lieu du mardi au samedi à 20h et le dimanche à 15h. Yann, avant de nous quitter, tu voulais partager un coup de cœur. Oui, tout à fait. C'est un spectacle qui s'appelle Les Autres et qui est composé de 4 petites pièces écrites par Jean-Claude Grimbert dans les années 60. Alors, Les Autres, ça met en scène une galerie de personnages pour qui les autres sont ceux qui ont une couleur différente, une religion différente, un aspect physique différent et tout ce qu'on peut imaginer. Et c'est toujours, bien qu'écrit il y a 50 ans, beaucoup très d'actualité. C'est interprété par 4 comédiens et Philippe Duquesne, qui est un ex-Dédé Chien, qui joue un beauf raciste avec beaucoup de véracité. Bon, la mise en scène, elle est de Jean-Louis Benoît. C'est au Théâtre de l'Épée de Bois, à la Cartoucherie, jusqu'au 23 décembre. Merci beaucoup. Merci Yann. Merci Titi Christiane d'avoir été avec nous. Mordu de théâtre, tu restes encore un peu auprès de moi. Et oui. À quel râler? Et c'est Théâtrelle qui te retrouve pour parler cette fois de mélancolie. On a parlé tout à l'heure de la variation de Simon Stone autour de la pièce Les Trois Sœurs, mais on va parler maintenant d'une autre adaptation de Tchekhov avec le spectacle Mélancolie, présenté par Julie Deliquet et le collectif In Vitro au Théâtre de la Bastille. Après s'être attaquée à Oncle Vania l'année dernière à la Comédie Française, Julie Deliquet plonge cette fois dans Les Trois Sœurs et dans Ivanov, qu'elle fait fusionner et passer à la moulinette de l'improvisation des comédiens du collectif In Vitro pour présenter Mélancolie, avec comme exigence de garder tous les mots de Tchekhov ou presque. Et oui, je vois ta face surprise lors du théâtre, mais oui, c'était un des mandats du collectif sur cette création, c'était de garder tous les mots de Tchekhov ou presque. Sur Twitter, Philippe Chevillet dit « Mélancolie au Théâtre de la Bastille ». Julie Deliquet et son collectif In Vitro mix avec bonheur Ivanov et les Trois Sœurs pour conjuguer le mal noir tchécovien au présent. Tendu, encore fragile, mais vrai, le plein d'émotions. Le plein d'émotions, pas vraiment. Alors, c'est... déjà, il y a l'honnêteté d'écrire Mélancolie et pas Ivanov ou les Trois Sœurs. On va lui reconnaître ça, c'est beau. On sait qu'on va voir pas vraiment du Tchekhov, on va voir un Julie Deliquet. Moi, j'avais adoré Vania, donc j'y suis allée vraiment... j'étais ouverte, en confiance. Et ça marche plutôt bien au début. Alors, donc elle mixe les deux histoires. Je connais pas assez bien Ivanov pour reconnaître le texte de Tchekhov. Mais je me suis dit, j'aime beaucoup le texte. Voilà. Et très naïvement. Donc c'est le texte de Tchekhov, très bien. Et en fait, ça prend pas. C'est-à-dire je me suis pas du tout ennuyée, mais j'ai pas du tout été émue. Je regarde l'histoire, je suis bien, c'est du bon divertissement, mais que m'en restera-t-il? Je sais pas. Moi, je suis un peu d'accord avec toi. Alors, comme toi, j'ai réservé ma place parce que j'avais plus qu'adoré son Vania à la Comédie Française l'année dernière.
ça m'avait mais complètement transportée. Et j'avais vraiment hâte de retrouver son travail et puis de la voir dans une autre... avec son équipe, avec le collectif In Vitro, en dehors de la Comédie Française, et puis dans un autre travail. Même si ça reste encore une adaptation, quelque chose qui est basé sur Tchekhov. Alors on retrouve certains personnages, comme toi, je connais pas Ivanov, donc j'ai pas tout reconnu. Mais bon, il y a quand même des personnages, il y a quand même Olga, Olympe qui est là, Natacha est toujours là, Andrei, le frère, c'est Camille, il est là. Et puis il y a les personnages d'Ivanov, il y a Ivanov c'est Nicolas, Anna c'est Anna aussi, il y a Sacha, la maîtresse d'Ivanov, qui a des côtés de Masha, des trois sœurs. Donc le mélange des deux pièces, il tient la route, c'est pas du tout hors propos, c'est crédible. Elle a bien bâti son truc quand même. Voilà, l'histoire, il y a quand même quelque chose de très bien. Moi, sa mise en scène, je la trouve bien, franchement. C'est bien fait, c'est bien joué. Il y a un passage qui est absolument magnifique. C'est le temps qui passe, non? C'est le temps qui passe. Ah, voilà. c'est beau. Le moment entre le chapitre 1 et le chapitre 2, là, j'avais les poils dressés. Absolument. Et je me suis dit, mais ah ouais. waouh! Alors que je m'étais un peu ennuyée. Absolument. Enfin voilà, je me dis, ah oui, mais c'est bon, mais c'est. Ah ouais, c'est magnifique, mais c'est con parce que c'est muet. C'est muet et quelque part c'est un interscène quoi. Oui, absolument, mais c'est beau, c'est d'une beauté, d'une intelligence. Je suis d'accord. C'est 10 secondes, c'est incroyable. J'ai l'impression que ça a duré 1 minute. Ouais, je voulais pas en sortir. C'est vraiment voilà. Très, très mais malgré ça, il y a quelque chose qui prend pas. Il y a quelque chose, il y a une mayonnaise qui passe pas. On regarde ça, comme tu dis, avec un vague intérêt. Mais elle a raté un truc, mais je suis pas capable de mettre un mot dessus. C'est mon deuxième Ivanov, parce qu'il y a quand même une grande part d'Ivanov. Et donc moi déjà le premier, je l'avais pas saisi. Je pense que ça doit être une des plus dures de Tchekhov peut-être. C'est en tout cas sa pièce la plus cruelle. Et il faut arriver à prendre un parti. Est-ce qu'on est avec Ivanov? Est-ce qu'on est contre lui? Et moi, j'arrive pas à prendre parti. Je le regarde, j'ai un peu de pitié, parce que bon, sa femme est en train de mourir et lui, il pense qu'à sa gueule. Mais j'ai du mal à prendre parti. Pourtant, les acteurs, c'est pas le talent de la Comédie Française. Peut-être que la Comédie Française aurait fait un truc mieux, je ne sais pas. Il y a l'acteur qui joue l'ami, alors je sais plus s'il s'appelle Paul ou Louis. Louis, il m'a un peu dérangé parce qu'il est toujours un peu en force. Néanmoins, ce qui prend pas, c'est peut-être elle est partie de son idée de vouloir mélanger deux textes et ça venait pas des tripes, c'était beaucoup trop intellectualisé déjà. Et moi, j'ai tendance à penser qu'il faut que ça soit une nécessité qui vienne de l'intérieur pour écrire quelque chose qui vraiment va susciter de l'intérêt. Et c'était pas ces personnages, c'était pas ces histoires, c'était pas ces situations. Et ça, je pense que là, elle a manqué quelque chose. Parce que dans Vania, elle a très peu modifié le texte. Elle a repris quand même les 3/4, voire les 4/5 de Oncle Vania. Et du coup, elle avait ajouté ce qui lui semblait nécessaire, une touche de modernité qui était bienvenue. Et là, elle a vraiment cherché à absolument mêler ces histoires et du coup, peut-être qu'elle passe à côté de la vie qui est dans ces histoires-là. Mais elle s'est peut-être trop appliquée justement à bâtir un scénario, une histoire crédible, qui se tienne, absolument. À garder, à attribuer des personnages, des personnalités, un peu des destins qui correspondent aux trois sœurs ou à Ivanov. Absolument. Et du coup, toute cette application... Moi, il m'a semblé que ça, justement, c'était tellement appliqué que l'émotion n'est plus là. Enfin, n'est pas encore là. Il manque un truc. Il manque un truc, absolument. Il manque l'étincelle. Il manque l'étincelle de vie qui est chez Tchekhov et voilà, l'âme. Il manque juste ça. Par contre, je dois dire que sa scénographie m'a beaucoup, beaucoup plu. Donc, vraiment, cette scène de temps qui passe, je me suis dit, mais waouh, c'est vraiment pour ça qu'on vient voir Jolie Délicat parce il y a tout dans cette scène et pourtant, mais c'est rien, c'est presque rien. Et il y a aussi à la fin donc l'utilisation du décor en fait, l'utilisation du sol. Donc je sais pas, tu sais à la fin il y a une partie du sol. Enfin bon, je vais pas tout dévoiler, mais je trouve ça très intelligent pour la scène finale quand Anna est morte. C'est vraiment très pertinent. Et ils sont bien joués. Enfin, moi j'ai adoré la fille qui joue comment s'appelle-t-elle, Magali Godener qui joue Anna. Absolument. Elle est excellente. C'est Agnès Ramy qui joue Sacha, pardon. Elle est super bien. Les femmes jouent bien en général. Julie André, elle joue super bien. C'est celle qui joue Olympe. Je l'ai trouvé très bien. Et Alexandra de Cisancourt qui joue Natacha. Les hommes, je les ai trouvés moins... Oui, un peu moins, mais bon, moi je reviens vraiment sur le fait que Ivanov, voilà, à mon avis, j'attends le metteur en scène, je lance un appel au metteur en scène qui pourra me faire comprendre cette pièce. Je l'attends parce que pour l'instant, j'ai pas saisi quoi. Merci Pareil. à toutes les deux. Donc une pièce où
Un manque d'émotion vraisemblablement, qui manque du ventre, un peu trop intellectuel, mais auprès de laquelle on s'ennuie pas, visiblement, globalement. Vous avez jusqu'au 12 janvier pour aller voir ou revoir Mélancolie d'après Tchekhov par Julie Deliquet et le collectif In Vitro au Théâtre de la Bastille. Les représentations ont lieu du lundi au samedi à 21h et je précise que la pièce ne se jouera pas entre le 23 décembre et le 7 janvier inclus. Mort du théâtre, avant de nous quitter enfin, tu voulais partager un coup de cœur? Absolument. C'est le Cyrano qui a monté Lazare Herson-Macquerel. Alors, pour une fois, Mort du théâtre est sorti de Paris. Il me faut vraiment Cyrano pour ça. Je suis allée au théâtre de Suresnes pour voir sa mise en scène. Et vraiment, c'est un comédien metteur en scène que je suis depuis des années maintenant. Je l'ai découvert aux Journées du Conservatoire il y a quelques années. Et sa mise en scène de Cyrano m'a permis de sortir de la mise en scène de Denis Podalides, qui est pour moi la plus grande. Mais là, il m'a rappelé que Cyrano, ça pouvait se monter avec 3 planches de bois, un escalier et des bons comédiens et de très très belles idées, car sa mise en scène, elle est vraiment très intelligente. Il y a de très belles trouvailles. Les scènes du début, qui sont des scènes, vraiment des scènes collectives, elles se passent vraiment dans le public. On se sent très très invité à participer. Vraiment un grand merci à Lazare Herson-Macquerel qui m'a fait redécouvrir en quelque sorte de nouvelles mises en scène de Cyrano. C'est vraiment un metteur en scène à suivre et ça va tourner. Ça va tourner dans Paris. Je sais qu'il passe à Clamart, je sais qu'il passe au Montancier. Voilà, donc vous pouvez trouver les dates du Cyrano de Bergerac de Lazare Herson-Macquerel. Merci beaucoup, Mort du théâtre. Théâtrenne, tu restes avec nous et tu es rejointe par Théâtre Côté Cœur pour parler de la dernière pièce au programme de cette soirée, Eddy Merckx a marché sur la Lune. Alors ce soir, Bertrand devait être avec nous pour chroniquer la pièce, mais en raison de soucis d'intempéries, il ne peut pas être là avec nous et on va essayer de l'appeler pour qu'il soit avec nous en direct par téléphone. Et puis n'hésitez pas à le dire, si le son est trop mauvais, on coupera. Bertrand ? Ouais. Le 20 juillet 1969... Le cycliste belge Eddy Merckx gagne son premier Tour de France et Neil Armstrong fait le premier pas sur la Lune. Dans cette pièce de Jean-Marie Pienne mise en scène par Armel Roussel, les histoires d'Eddy Merckx et de Neil Armstrong s'entrecroisent. En fait, dans ce spectacle, une dizaine d'histoires s'entrecroisent, donnant lieu à une sorte de fête. Difficile de résumer mieux que ça sans en dire trop ce spectacle qui se jouait jusqu'à la semaine dernière au Théâtre Paris-Villette et qui se joue présentement au Tanner à Bruxelles en Belgique. Sur Twitter, Annelise Grosbois dit « Ce soir, on a pédalé sur la Lune, on a ri, on a été ému au Théâtre Paris-Villette et c'était chouette avec ce beau spectacle. Eddy Merckx a marché sur la Lune. # marche ou rêve. » Des réactions? Marche ou rêve, c'est une très belle conclusion. C'est un spectacle qui est très réjouissant, qui est plein d'optimisme, qui est un travail choral. On a 10 comédiens, 11 comédiens qui, moi, m'ont bluffé par la justesse et le naturel de leur jeu. Ils sont... Vivants. Oui, vivants. Alors, c'est difficile de raconter l'histoire, effectivement, on ne va pas essayer de... Irracontable. Il y a quand même une trame, en fait, hein, parce que dans toutes ces scènes, ces allers-retours dans le passé, dans le présent, il y a quand même une trame qui se dessine. C'est l'histoire d'un couple, Pierre et Angèle, qui se rencontrent, on va dire à peu près dans les années 60, Ouais. 60-70, qui vont tomber amoureux, qui vont avoir une liaison, qui vont avoir un enfant qui s'appelle Max, un fils. Qui ensuite vont divorcer. Donc il y a l'histoire de ces jeunes-là, de ces jeunes amoureux, ce jeune couple, pardon, dans les années 70, on est en plein mai 68, en plein Woodstock. Et l'histoire de leur fils, quelques années après, devenu adulte, qui commence, en fait, l'histoire commence quand Pierre, leur fils, Max, leur fils, quitte sa compagne, Julia, qui est américaine. Donc, mais dans la pièce, en fait, on passe de mai 68 à aujourd'hui, à 2015, puisque ça se termine sur le Bataclan. Voilà, on fait des sauts en avant, en arrière, sur le côté. Ça peut paraître un peu difficile à suivre au début, parce qu'en fait, les comédiens jouent tous les personnages. Les 3 personnages, plus Julia, plus Marie, la jeune fille, sont interprétés à tour de rôle par les comédiens qui s'approprient un accessoire, une paire de lunettes, une barrette. Lève le bras.
et font au fur et à mesure. On va laisser parler Bertrand qui est au téléphone et qui doit se geler dehors. Bertrand, j'entends tes ondes qui veut parler. Alors effectivement, c'est vraiment pour l'amour de vous que je suis en train de parler de ce soir, puisqu'il fait 0 degré dehors, c'est absolument atroce. Je tiens tout de même à préciser du coup que donc personnellement j'ai adoré le spectacle, mais c'est un peu facile à dire dans la mesure où j'ai travaillé sur ce spectacle pendant un mois en tant qu'observateur pendant les répétitions. Mais pour moi, ce qui s'en dégage, et je trouve que la principale ligne de force d'un tel travail, en fait, c'est d'arriver à raconter une histoire, alors peut-être pas simple au départ, hein, mais du coup d'arriver à la raconter vraiment simplement, en fait, comme si on nous racontait une histoire au coin du feu. Je trouve qu'il y a une vraie proximité avec la scène, une vraie proximité avec les comédiens, en fait, qui se rendent abordables par le jeu. Et que cette histoire-là, elle se donne à nous en fait avec un entrain et une joie d'être sur scène qui pour une fois n'est pas que programmatique. En fait, je trouve que souvent quand on dit ce genre de choses, c'est vraiment, c'est un peu de l'annonce superficielle, mais là je trouve que on sent qu'ils sont vraiment heureux d'être là, ils improvisent tous les soirs en partie, je veux dire, il y a quelque chose de très joyeux, ça se sent d'ailleurs, et du coup je trouve que ça aide en fait à rentrer de plus en plus dans cette narration, à rentrer dans les questionnements qu'ils essayent d'instiller, puisque c'est pas tellement un message ici qu'on retrouve, mais plus justement des points de suspension, quoi. C'est vraiment, et c'est là que je trouve que c'est un travail qui est très fin, et tout en étant très fin, très accessible. Complètement. Comme toi, Bertrand, je trouve que c'est très accessible. Et comme tu dis, il y a plusieurs histoires. Il y a des points de suspension. Parce que justement, ça parle de la jeunesse, des rêves, des illusions qui aident à se construire. De tout ce que cette jeunesse peut ressentir, peut avoir comme moteur pour avancer et qui se transmettent également parce que ce en quoi Pierre et Angèle ont cru, ils l'ont transmis à leur fils, mais également avec leurs propres faiblesses, avec leurs failles. Et Max, à son tour, devra se construire avec ses rêves, avec ses illusions, avec ses désirs, mais avec le poids de l'héritage que lui ont laissé ses parents, avec le bon comme le mauvais. Et en tant que jeune, il faut à nouveau se bâtir, à nouveau se défaire de certaines choses, s'alléger de certains héritages, y puiser la force dans d'autres choses qu'on a reçues. Et moi, je trouve que justement, ce côté un peu choral, un peu fougueux, brouillon, je ne sais pas si c'est le terme, mais voilà, ça décrit très bien en fait toute la masse d'énergie qui compose la jeunesse, cette espèce de bouillonnement sur lequel on se bâtit. Et ça, c'est très très bien transcrit par les comédiens. Ils sont fougueux, ils sont jeunes, ils sont hyper vivants, ils sont vraiment... c'est une espèce de petite boule qui avance. Moi, j'ai trouvé ça génial. Il y a un grain de folie et en même temps, ça parle de choses assez sérieuses. Ça parle de filiation, ça parle de nos rêves, de nos révoltes ou de nos absences de révolte. Ça nous interpelle sur l'héritage de mai 68, comment on le transforme, comment on le transporte avec nous. Ça nous parle d'Eddie Merckx et de Neil Armstrong, donc de rêves, de gens qui ont rêvé, qui ont atteint leurs rêves, et puis d'autres qui les ont peut-être pas atteints tels qu'ils l'auraient souhaité, mais au bout du compte, on continue à avancer et à se construire et à bâtir d'autres rêves et à avancer. Et il y a beaucoup de grâce, de poésie, d'humanité. Oui, d'humanité. Il y a un personnage qui m'a énormément plu, c'est Marie, qui est d'ailleurs très bien jouée par cette comédienne dont j'ai pas le nom, malheureusement, c'est une jeune fille rousse. Voilà, merci. Moi, j'ai adoré cette jeune fille qui est. Il y a une phrase, je sais pas si tu pourras la dire parce que je l'ai pas notée, où elle dit moi je suis l'histoire d'amour, l'espèce de. J'assure la transition sexuelle. J'assure la continuité sexuelle entre les travaux du cœur. C'est exactement ça. C'est magnifique. Et voilà, et là il y a des rêves qui se réalisent et chez Marie c'est un rêve, c'est un désir et en même temps une espèce de désillusion ou de lucidité en fait. Elle est très consciente que Max ne sera jamais amoureux d'elle. Il tient à elle, il l'aime bien, mais c'est pas son grand amour, c'est Julia son grand amour. Ouais. Donc voilà, il y a la fougue, il y a les rêves qui nous aident à avancer.
Et puis il y a des rêves qui se réalisent pas, et je trouve que c'est en ça que Jean-Marie Piem réussit. Son texte et son exercice, c'est parce que ça, c'est pas trop non plus cucu. Et les rêves, ça fait avancer, certes, mais des fois on n'avance pas. On souffre, c'est difficile. Et je trouve qu'il réussit vraiment à retranscrire tout ça, et c'est génial. Et son propos est complètement universel. Je crois que le fait d'avoir ces personnages qui sont interprétés indifféremment par les uns ou les autres rend aussi le propos complètement universel. Et on est touché par chacun des personnages, par chacun de ces hommes et de ces femmes dont les destins se croisent et s'entrechoquent et se déroulent devant nous, et ils nous touchent tous à un moment ou à un autre. Ouais. Et puis la mise en scène est formidable en fait, parce que tous ces mouvements, ces chansons, ces personnages que les comédiens s'approprient à tour de rôle. Il y a de la musique sur scène, il y a un musicien en live sur scène, il y a une chanson de Barbara qui est complètement qui est interprétée qui est chantée dans toute sa durée. Il y a Mao Mao, on parle du film de Godard. C'est très inventif, c'est très riche, et pour moi c'est vraiment représentatif du bouillonnement de la jeunesse et du bouillonnement de la vie. Et voilà, il a réussi son pari, il a réussi son histoire, et personnellement, moi j'adore. Merci. Et alors, deux petits points si je peux me permettre. Bien sûr. Du coup, moi j'avais du coup une petite remarque à faire pour la fin. Déjà, je trouve que il y a un message que j'aime beaucoup dans ce spectacle aussi, c'est que c'est cette phrase de Walter Benjamin qui vient à un moment et qui dit en gros que la petite histoire est dans tous les cas toujours utile dans la grande histoire. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'histoire perdue en fait. Et c'est ça que je trouve assez intéressant avec ce spectacle aussi, c'est que justement ça assume ce côté de fiction comme vraiment une espèce de lentille qui va venir grossir quelque chose de plus grand que soi, pour aller explorer vraiment une histoire minimaliste, mais du coup qui a une portée presque universelle finalement. C'est ça, je trouve que c'est ça le mot, même si j'aime pas dire qu'un spectacle est universel. Je trouve que justement c'est le fait d'assumer de prendre une petite histoire, ça je trouve ça vraiment très beau. Et la deuxième chose, c'est que je trouve qu'on voit aussi dans ce spectacle, comme dans plusieurs autres qu'on a vus ces derniers mois, tout l'intérêt de travailler avec un auteur vivant, c'est-à-dire le fait de pouvoir en fait s'amuser avec le texte tout en le servant. Et c'est ce qui se passe ici, je trouve, puisqu'il y a certaines séquences qui sont en partie improvisées, mais c'est vraiment marginal. Il y a certaines chansons qui ne se retrouvent pas forcément dans le texte, mais qui du coup renvoient vraiment directement au texte. Enfin, je trouve qu'il y a un côté où en fait il s'amuse vraiment avec le texte, tant dans le jeu que dans la manière dont le texte a été mis en scène. Voilà. On voit qu'il s'amuse. Ça se sent chez l'auteur et chez les comédiens, et c'est ça fait vraiment plaisir à voir, quoi. Et en parlant de l'auteur, moi j'ai vu à Avignon une autre de ses pièces qui s'appelle La vie trépidante de Laura Wilson, et ça je crois que ce sera rejoué à Thionville bientôt. Et vraiment, c'est excellent, et donc ça fait partie des pièces que je vous conseille aussi. Merci. Et vu les bons échos qu'il y avait eu à Avignon, on peut s'attendre à ce qu'elle soit programmée à Paris. Je pense que c'est dans la prochaine saison. Ouais. Merci à tous les trois. Eddy Merckx a marché sur la lune de Jean-Marie Piem, mise en scène par Armelle Roussel, donc, se joue jusqu'au 16 décembre au Tanner à Bruxelles et sera repris en mai 2018 au Nord-Est Théâtre à Thionville. C'était la dernière pièce au programme de cette 9e émission de Radio Mortimer. Je profite, Bertrand, de t'avoir au téléphone, et avant que tu ne gèles complètement, est-ce que tu veux nous partager un coup de cœur ? Mais tout à fait, et en fait il s'agit du même coup de cœur que j'avais déjà cité il y a quelques mois, qui repasse à Paris, qui est donc saison 1 de Florence Minder, qui était passée au Centre Voleny Bruxelles en mars dernier, et qui donc repasse dans le cadre du Festival Impatience les 19, 20, 21 décembre au 104 pour 3 représentations vraiment exceptionnelles. Moi, ce que j'aime beaucoup chez Florence Minder, qui d'ailleurs, j'en profite pour le dire, jouera dans le prochain spectacle d'Armelle Roussel, c'est que c'est une comédienne, mais absolument incroyable. C'est une autrice tout aussi formidable qui a donc mis en scène, joué et écrit ce spectacle qui donc parle de la manière dont en fait on se construit en tant que fiction au travers de sa vie. C'est d'une finesse théorique absolument incroyable, et en même temps
c'est également extrêmement accessible. Et pour ceux qui ont vu Eddie Merckx à marcher sur la Lune, vous pourrez retrouver donc Sophie Sénéco, qui est l'une des comédiennes dans ce spectacle, ainsi qu'une troisième partie, du coup, avec Pascal Mérigui, qui est l'un des danseurs de Pina Bausch. Et donc cette troisième partie, elle est principalement dansée, en fait, même s'il y a également du texte, donc il a fallu orchestrer un peu tout ça. Mais c'est un beau spectacle qui joue sur énormément de tableaux. Enfin, je veux dire, c'est vraiment à voir. Voilà. À voir donc les 19, 20 et 21 décembre au 104. Merci beaucoup Bertrand de t'être gelé les doigts pour être avec nous ce soir. Avec plaisir. Théâtrelle, avant de nous quitter, toi aussi tu as un coup de cœur. Oui, moi j'ai un coup de cœur. J'ai vu le week-end dernier une pièce dans un théâtre qui est pas très très loin d'ici, rue Malte-Brun, près de la place Gambetta. Au numéro 15. Je crois que c'est au numéro 15, oui, voilà. Ça s'appelle la montagne, non, la colline, pardon. La colline, non, voilà. J'ai vu la nouvelle création de Wajdi Mouawad qui s'appelle Tous des oiseaux. Et j'ai trouvé ça vraiment très, très, très bon. Pour résumer très, très brièvement, c'est l'histoire d'un jeune couple, Ethan et Wahida, qui se rencontrent dans une bibliothèque new-yorkaise. Lui, il est étudiant en génétique, il est allemand et juif. Elle est étudiante en littérature ou sciences des civilisations, je ne sais plus exactement. Elle est américaine et arabe. Ces deux-là vont tomber amoureux. Voilà, ça démarre comme ça. Et puis un petit quart d'heure plus tard, ils sont à Jérusalem. On a compris qu'ils avaient entamé une liaison, qu'ils sont ensemble. Et Ethan est victime d'un attentat dans un bus piégé, si ma mémoire est bonne. Et il est dans le coma. Wahida, elle a échappé à l'attentat parce qu'elle était fouillée pendant qu'il attendait le bus. On va suivre un peu leur histoire et puis l'histoire de la famille d'Ethan, ses parents qui ont divorcé, qui sont juifs aussi bien sûr, qui vivent à Berlin, qui sont retournés à Berlin après la guerre, le grand-père qui avait été déporté pendant la guerre. Et voilà, c'est toute cette histoire familiale, c'est une espèce de fresque très tragique, mais où il y a toujours beaucoup d'espoir et beaucoup d'amour dans les écrits de Wajdi. Et au travers l'histoire de cette familiale, de sa fresque familiale, pardon, il y a un petit peu la grande histoire, l'histoire de notre héritage, encore une fois, du poids de la guerre des religions. Alors là, on n'est plus dans le conflit libanais, mais dans le conflit israélo-palestinien. Et il nous raconte à notre conflit, notre histoire, d'autres difficultés à se construire, malgré les haines ancestrales dont on a hérité, et puis qu'on cultive, qu'on s'amuse encore à cultiver. Ça, c'est le père de Ethan, David, qui représente tout ça. Et comme d'habitude avec Wajdi Mouawad, on est complètement embarqué, c'est enveloppant, c'est complètement envoûtant. On ne peut pas s'en sortir, en fait, on est complètement happé, aspiré. La mise en scène, la scénographie est magnifique, c'est hyper bien joué. Voilà, j'ai pas grand chose à dire d'autre, si ce n'est allez-y, je ne sais plus jusqu'à quand ça se joue, mais c'est vraiment très bien. Je sais pas trop je sais pas bien en parler, mais c'est vraiment très bon. C'est en 4 langues, en arabe, en allemand, en hébreu et en anglais. On suit ça sans aucun problème, ça se lit et ça s'entend très facilement. Donc si ma mémoire est bonne, ça se joue jusqu'au 17 décembre à la colline. Merci Théâtrelle pour ce coup de cœur. Théâtre Côté Cœur aussi, un petit spectacle à nous recommander vivement. Alors je voulais vous parler de Imagine-toi qui est repris au Théâtre des Mathurins de Julien Cotreau, qui est un clown blanc absolument fantastique que je vous encourage à aller voir. Et puis dans mes mails, j'ai vu la reprise d'un spectacle que j'ai beaucoup aimé. C'est au Théâtre de Belleville, ça s'appelle L'Inversion de la courbe. Ça va être repris du 7 janvier au 26 février prochain. L'inversion de la courbe, c'est l'histoire de Jean Éloi, qui est un cadre, Paul Éloi, qui est un cadre dans une boîte commerciale, un cadre au sommet qui ne vit que par la performance, la productivité. Et puis un jour, il y a un petit grain de sable qui va se mettre sur son chemin. Il y en a un plus fort, plus beau, plus grand qui va arriver. Et puis c'est la chute. Et en fait, dans cette pièce qui est très bien écrite, ce qui est intéressant, c'est que tout sonne très très juste et surtout, l'auteur donne la parole au laissés pour compte et nous interpelle sur la manière dont la société traite ces laissés pour compte.
Il a écrit sa pièce en étant allé à la rencontre des gens que la société a laissés de côté. Il est allé les voir chez les petits frères des pauvres. Il les a écoutés, il a échangé avec eux et il en a écrit un texte qui est vraiment très juste, qui ne cherche ni à accuser, ni à donner de leçons, ni à être moralisateur. C'est juste une vision de la société qui est vraiment bien jouée, avec une très belle scénographie, un très beau travail sur les lumières et 5 comédiens qui sont absolument épatants. Voilà, c'est une satire politico-sociale qui nous interpelle, qui est faite très intelligemment et que je vous encourage donc à aller voir au Théâtre de Belleville à partir du 7 janvier. C'est la compagnie La Poursuite du Bleu qui interprète cette très belle pièce. Merci Théâtre Côté Cœur, merci à vous deux d'avoir chroniqué Eddy Merckx avec Bertrand qu'on a eu au bout du fil. Je vous rappelle les pièces qui ont été l'objet de nos échanges passionnés ce soir. Bella Figura, écrite et mise en scène par Yasmina Reza au Théâtre du Rond-Point, qui est à voir jusqu'au 31 décembre. Après la pluie de Sergi Belbel, mise en scène par Lilo Bord au Théâtre du Vieux Colombier à la Comédie Française, à voir jusqu'au 7 janvier. Les Trois Sœurs, adaptée d'Anton Tchekhov, mise en scène par Simon Stone au Théâtre de l'Odéon, à voir jusqu'au 22 décembre. Mélancolie, toujours d'après Tchekhov, mise en scène par Julie Deliquet avec le collectif In Vitro au Théâtre de la Bastille, à voir jusqu'au 12 janvier. Et enfin, Eddy Merckx a marché sur la Lune de Jean-Marie Pienne, mise en scène par Armel Roussel, à voir jusqu'au 16 décembre à Bruxelles, puis en mai 2018 à Thionville. J'aimerais remercier toutes celles et tous ceux qui sont venus autour de la table ce soir, Théâtre Côté Cœur, Sur les planches, Mordu de théâtre, Théâtrelle, Titi Katiam, Bertrand qu'on a eu au bout du fil et Yann. Merci à vous, chères auditrices et auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Merci pour vos réactions sur les réseaux sociaux au hashtag Radio Mortimer. Et surtout, un très très grand merci à l'équipe du Théâtre de la Colline à Paris pour sa générosité et pour son accueil ce soir. Pour terminer, j'aimerais remercier toutes les personnes qui œuvrent dans l'ombre, qui nous soutiennent, qui font aussi partie de l'équipe et que nous aurons peut-être le plaisir de recevoir lors de la prochaine émission qui devrait se tenir à la rentrée 2018. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à nous apostropher au hashtag Radio Mortimer. À la prochaine!